se connecter progressivement. Il est 18h30 tout pile, donc on va pouvoir patienter, quelques instants. Pensez à toutes et tous bien couper vos micros. On vous proposera au fur et à mesure de poser vos questions, dans le chat dans un premier temps et à la toute fin, on vous réserve un moment de questions-réponses. Je vous proposerai d'ouvrir vos micros, à ce moment-là. Sinon, au fur et à mesure, si des questions vous viennent, n'hésitez pas, vous pouvez bien sûr les poser, dans la partie de chat. Je propose qu'on attende, encore une petite minute avant de démarrer. Bonsoir, bienvenue à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Bon, je vous propose qu'on débute peut-être, ce webinaire, et les gens vont nous rejoindre, les uns après les autres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, pour, ce temps, ce webinaire qu'on a, consacré à la thématique, métiers de la transition écologique, l'ingénierie et le management pour faire face aux enjeux actuels. On va, avec nos différents intervenants faire, le tour de la question ce soir. Je vais leur laisser la parole à tour de rôle. Ils vont Emmanuel pouvoir, Pion, le mec qui est là. se vous avez des micros ouverts. Je vous propose de couper vos micros pour tous les participants. Donc je vais pouvoir, faire un petit tour de table. On va présenter les intervenants de ce soir. On va commencer par, Emma Avétisian, si tu veux prendre la parole, Emma. Oui, avec plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Emma Avétician. Je suis professeure de responsabilité sociale des entreprises au sein d'Audencia Business School et je suis également co-responsable de MS, acteur pour la transition énergétique. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Thomas Cor. Oui, bonsoir à tous. Merci Cindy. Alors moi, je suis ingénieur de recherche à Centrale Nantes, donc spécialiste dans les matériaux et les procédés de recyclage. Et je suis co-responsable du master spécialisé ressources et économie circulaire pour la partie Centrale Nantes. Super, merci Voilà. beaucoup. Emmanuel Pion. Bonsoir. Oui, bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être présent. Donc, moi, je suis Emmanuel Pion, je suis consultant en éco-conception et fraîchement diplômé du MSAPT, master spécialisé acteur pour la transition énergétique. Merci beaucoup. Et enfin, Caroline Renaud, à qui je vais laisser la parole. Bonsoir à tous. Moi, je suis ravie d'être parmi vous. Donc, je suis la fondatrice de Burdeo et People for Impact. Donc, Burdeo, c'est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la sustainability et de la transition. Et People for Impact, c'est une plateforme qui rassemble des freelances experts sur les sujets de sustainability. Et le cabinet existe depuis 13 ans. Super, merci beaucoup, très clair. On enchaîne, rapidement. Alors, on est réunis ce soir pour parler, formation, mais avant tout pour parler emploi. Alors, je vais rendre, la parole, à Caroline Renou, dans un petit instant, peut-être pour évoquer, puisqu'on vient de parler, de Burdeo, peut-être pour évoquer, l'évolution peut-être du marché de l'emploi, dans ce domaine de la transition énergétique, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, j'ai monté le cabinet, il y a 13 ans, donc les choses ont, beaucoup évolué. Il y a 13 ans, les profils, les candidats qui étaient sur ces métiers, c'était vraiment des pionniers. Donc des gens, qui allaient par, conviction, totale, qui étaient prêts à faire des concessions assez importantes, que ce soit en termes de salaire ou en termes d'évolution de carrière. Souvent, ce sont des gens, il y avait très très peu de formation à l'époque, voire pas. Donc, c'est des gens aussi qui se formaient beaucoup sur le terrain. J'ai vu une première évolution en 2016 où là, ce marché quand même a commencé à se structurer et à se professionnaliser. 2019, ça a été
une année vraiment d'explosion. On a vu beaucoup de création de postes. Alors, c'est lié à plein d'événements, hein. Il y a eu la loi Pacte, il y a eu l'application Yuka, il y a eu la marque C'est qui le patron, il y a eu le manifeste pour un réveil écologique, enfin, tout un. Les feux en Australie aussi qui ont beaucoup marqué, puisqu'il y avait des images de l'espace et on les voyait de si loin. Donc, tout un faisceau d'événements qui a fait que les entreprises ont créé énormément de postes sur le sujet. Et alors, depuis 2021, c'est une vraie explosion. Aujourd'hui, il y a même vraiment un manque de compétences parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens qui sont formés sur ces thématiques et qui ont de l'expérience. Alors, on parle beaucoup des compétences en reporting extra-financier puisque le réglementaire, la réglementation devient quand même de plus en plus importante et contraignante sur le sujet. On parle beaucoup du carbone parce que le carbone, c'est entre guillemets facile à calculer. Et puis, on a Jean Covici aussi qui porte qui porte très bien le sujet. Euh, Néanmoins, ce que moi je constate, c'est que même si on parle beaucoup de ces compétences, il y a quand même beaucoup de métiers qui se spécialisent et de choses à double casquette qui arrivent. Alors, on pourra revenir, je pourrais revenir plus en détail, mais en tout cas, le côté économie circulaire, pour moi, c'est vraiment le sujet qui est en train de monter. Mes clients, les entreprises, ne savent pas comment forcément le prendre parce que c'est un sujet qui a deux complexités, c'est-à-dire qu'à la fois, il est très technique et il est très lié aussi au business model qu'il faut réinventer et adapter. Donc, c'est pour ça que moi, quand on m'a parlé de ce master, j'y ai vu un sens immédiat. Très clair, merci beaucoup. On va peut-être redonner la parole à Emmanuel. Donc hors conversion, on disait diplômé récemment du MS acteur pour la transition énergétique. Est-ce que Emmanuel, tu veux nous parler peut-être de ton poste actuel dans un premier temps, de ce que tu as fait à l'issue de ce programme-là, et puis peut-être de ton ressenti personnel sur ce marché de l'emploi? Ouais, alors, donc peut-être pour repréciser un peu le contexte, c'est comme tu viens de le dire, donc moi je fais partie des gens d'une quarantaine d'années qui ont fait une reconversion professionnelle qui a été déclenchée pendant la période du Covid. Je suis ingénieur de formation, j'ai travaillé pendant 17 ans dans l'industrie automobile, chez Renault, voilà pour le citer. Et puis en fait, comme beaucoup, de gens de ma génération et des plus jeunes aussi, à un moment donné, se pose un peu la question de vouloir aligner, ses convictions personnelles avec, son activité professionnelle. Donc du coup, je me suis intéressé à ce sujet-là, de la reconversion, à me questionner sur, quelle formation en fait, je pourrais faire pour me reconvertir. Et puis donc du coup, en repartant un peu, finalement de mon socle métier, de mon ADN en fait, de ce que, concrètement je kiffe faire, dans ma vie. Moi, c'est, calculer, et modéliser des produits, plutôt du monde de l'industrie. On parlait du carbone, mais j'aime bien, donc ça, c'est la partie, facile, ce que disait Caroline. Moi, mon activité, c'est l'analyse de cycle de vie, donc en tenant compte de toutes les étapes de cycle de vie, de ces produits. Donc une approche qui est un peu plus technique que le carbone, pur. Et donc, finalement, quand j'ai été amené à faire ce cheminement-là et réfléchir à quelle formation, en fait, je dois faire pour me reconvertir, je suis arrivé assez naturellement sur, le master spécialisé, les masters spécialisés. D'une part parce que pour moi, c'est la formation qui présente le bon compromis en termes de durée, pour avoir quand même une certaine légitimité et crédibilité sur le marché de l'emploi par la suite. Une formation qui, fait intervenir un bloc de 6 mois de cours et 6 mois de stage par la suite. Ça, je pense que les 2 formations dont on va parler aujourd'hui, elles sont un peu calquées sur ce modèle-là. Et puis, donc aussi un souhait, en fait, finalement, ingénieur de formation avec cette forte ADN, de m'ouvrir, sur une thématique, beaucoup plus large, le monde de la RSE, du développement durable. J'avais un peu ce souhait-là d'élargir mes compétences et mes connaissances, à ce niveau-là.
Ok, très clair, merci beaucoup. Et avec ton regard de alors, récent diplômé, mais qui connaît déjà bien le marché de l'emploi, est-ce que tu dirais que les entreprises aujourd'hui ont vraiment compris la nécessité de devoir recruter des profils qui sont formés? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience ou est-ce qu'en fait, elles n'ont pas le choix, que de prendre ce virage, de transition? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de fond? Non, ben, oui, à plusieurs niveaux. Des besoins de compétences, ça, les entreprises qui sont en cours de transition ou qui commencent à se poser ces questions de la transition, elles en ont besoin, pour la plupart, parce qu'elles les possèdent pas en interne. En fait, comme on le disait, finalement, c'est des métiers qui sont assez nouveaux, avec des compétences qui le sont, aussi. Heu et puis, en fait, finalement, peut-être pour revenir un peu aussi sur la thématique de la soirée et la nécessité d'hybrider les compétences, managériales et ingénieurs, moi, c'est clairement quelque chose que j'ai été amené à constater. J'ai fait, ma thèse de recherche de master spécialisé un peu dans cette optique-là, essayer de bien clarifier de quelles, compétences et de quelles ressources j'allais avoir besoin pour exercer comme consultant en éco-conception et particulièrement comme consultant indépendant. Et en fait, quand on repart un peu des besoins, il y a des attentes, en fait, on va dire, liées à des compétences, très techniques. Donc ça, c'est parce que en fait, c'est concrètement ça ce que je «vends» entre guillemets. Mais quelque part, si on n'est pas capable de s'inscrire dans une démarche, ou de positionner un peu son activité de conseil dans une démarche beaucoup plus globale, pour les entreprises, une démarche de transition générale, une démarche de RSE, en fait, bah, on passe quelque part un peu à côté de quelque chose. Donc du coup, il y a un peu cette double nécessité là d'avoir d'une part des compétences techniques et d'autre part, quand même s'inscrire dans une logique, stratégique, business, d'économie circulaire ou de modèle économique, tout simplement qui soit cohérente avec les enjeux, qui nous font face. Super, bon, bah, ça me fait une transition, parfaite. Peut-être pour interroger, Emma et Thomas sur le côté, plutôt formation. Alors les écoles du coup ont ouvert effectivement des programmes qui répondent, à la nécessité du marché qui est d'embaucher des profils qui sont formés, et qui répondent à ces nouvelles compétences dont ils ont besoin. Peut-être vous présenter, un petit peu plus en détail les 2 programmes, donc Acteurs pour la transition énergétique et Ressources et économie circulaire qu'on propose à Audencia en quelques mots. Emma, peut-être pour parler du MS, Apt qui existe depuis quelques années, qui est porté par Audencia et Centrale Nantes? Oui, avec plaisir. Justement, l'MS Apt est proposé conjointement par Audencia et École centrale de Nantes, mais également en partenariat avec École nationale supérieure d'architecture de Nantes et École de design de Nantes. Donc, on est finalement 4 écoles qui travaillent ensemble pour proposer cette formation, mais la formation, elle est pilotée par 2 écoles avec Audencia et École centrale de Nantes. Concrètement, comme Emmanuel, il avait bien mentionné, les cours se déroulent pendant 6 mois et demi. Donc, je rajoute une petite quinzaine de jours, Emmanuel. Et nos étudiants suivent 5 modules. Donc, on a un module sur la nouvelle énergie et technologie où on va aborder toutes les thématiques, toutes les questions autour de domaines des nouvelles énergies et des technologies et qui sont en lien, bien sûr, avec la transition énergétique. Et ces cours sont assurés et délivrés par École centrale de Nantes. Après, on a un module sur les nouvelles applications, les différentes applications qui sont concernées notamment de domaine des villes, mais aussi big data et objets connectés. En lien avec les énergies. Donc, on va ici travailler en partenariat avec École nationale supérieure d'architecture. Sur troisième modèle, on est plutôt sur les nouveaux modèles économiques. C'est là où intervient plutôt Audencia avec les tout nouveaux modèles économiques qui sont impactés par la transition énergétique. Et comme Caroline, vous avez évoqué, cette complexité nécessite une réinventation et une adaptation des business models actuels. Donc, dans ce module-là, on aura des cours comme, par exemple, réinventer justement des business models pour la transition énergétique. Sur quatrième module, on parle, on a des cours sur les nouveaux acteurs qui interviennent dans ce domaine-là.
Et on a aussi des nouveaux managers. On va essayer de voir comment les managers peuvent intégrer les questions d'agilité dans toute cette complexité de questions qui ont été évoquées à la fois par Emmanuel et aussi par Caroline. Et comme on a vu dans la première intervention, justement, toute cette complexité qu'on a nous demande une double casquette, parce qu'à la fois, soit on voit des ingénieurs qui sont très équipés, beaucoup équipés, je dirais, par les compétences techniques, mais qui manquent une certaine compétence managériale, justement pour pouvoir bien mener ces projets en transition énergétique, pour pouvoir bien accompagner les entreprises qui souhaitent justement réinventer soit leur business model, soit s'adapter vu les nouvelles opportunités qui proposent la transition énergétique, mais également des contraintes, les enjeux qu'on est obligé de faire face aujourd'hui. Donc, on avait soit ces côtés ingénieurs qui sont équipés par compétences techniques, ou à la fois, on avait des managers qui savaient faire tout ce qui est marketing et parler avec les parties prenantes, mais qui comprenaient aussi la partie réglementation des business models, mais qui n'avaient pas vraiment ces compétences plutôt techniques pour pouvoir travailler sur la complexité de ces questions-là, d'où c'est l'intérêt d'ouvrir la MSAPT, où on a eu cette année 4e promotion. Donc, les cours viennent de finir le 31 mars. Donc, nos étudiants sont partis tous en stage de 4 à 6 mois, comme évoqué par Emmanuel également. Et donc, on a vu qu'en fait, le marché se développe et donne une opportunité, mais le marché a besoin de nouveaux talents, et les nouveaux talents doivent avoir cette double casquette de compétences à la fois techniques mais également managériales. Donc, tous les aspects techniques de notre formation sont assurés par École centrale de Nantes, qui est spécialisée dans le domaine notamment dans l'éolienne et éolienne en mer. Et tous les cours de management sont assurés par Audencia Business School. On aura ENSA, l'École nationale supérieure d'architecture, qui propose des cours sur le transport, la mobilité, mais aussi la gestion durable des villes. Et aussi notre 4e école, l'école de design, elle va assurer les cours sur éco-design. Donc, on a une petite partie d'éco aussi dans notre formation, mais j'imagine qu'on aura le temps aussi d'échanger sur les différences entre nos deux programmes. Je propose que je m'arrête ici et on passe peut-être la parole à Thomas. C'est ça, Thomas qui va nous en dire plus Ouais. sur le programme Ressources Économie Circulaire qui pour le coup est tout neuf, le dernier né des programmes en collaboration entre Audencia et Centrale. Oui, merci Emma pour la présentation générale. Alors, sans rentrer dans les détails, en fait, le programme, le master spécialisé ressources économie circulaire suit la même architecture, parce que justement, on pense que c'est intéressant d'avoir cette double vision, la vision ingénieur et la vision manager. Dans ce cas-là, on va se préciser plutôt sur l'économie circulaire, alors prise au sens très large, c'est-à-dire toutes les méthodes mises en œuvre pour diminuer l'impact environnemental de la consommation de ressources et ou la production en général. Donc, on va dire que ça va de la conception des produits jusqu'au business model. Donc, si je devais résumer, les deux MS sont assez généraux sur les thématiques environnementales, mais le MS Apt a plus une coloration énergie, et le MS REC, donc ressources et économie circulaire, a plus une connotation ressources et matières, qui est portée à Centrale Nantes par l'équipe matériaux, génie civil et voilà, toutes ces connaissances plutôt matières. Donc voilà, ça c'est une première différence, puisque maintenant qu'Emma a détaillé vraiment le format est similaire entre ces deux formations. Et donc l'une des différences, ça va être aussi dans on va dire dans les intervenants, dans l'origine des entreprises, on va dire les secteurs d'activité des entreprises qui interviennent dans les deux masters. On va avoir des secteurs énergétiques ou plutôt des secteurs de l'économie circulaire, des secteurs de la production. On va dire sur tout dans ce qui me concerne, dans tout le cycle de vie des matériaux. On va dire des acteurs de la production, des matériaux jusqu'au recyclage. Et donc voilà, une vision large du cycle de vie avec les outils de l'ingénieur.
Et donc, dans cette formation, encore une fois, on a les deux aspects Centrale Nantes et Audencia. Et Centrale Nantes va s'occuper des outils de l'ingénieur. Donc, Emmanuel pourra en parler, notamment l'analyse du cycle de vie, l'éco-conception. Et bien sûr, Audencia s'occupera de la partie managériale et mise en œuvre dans toutes les organisations de ces outils et de ces démarches d'éco-conception. Voilà un peu comment est construit le programme et la double compétence. Super, Et merci donc, ça pour m'intéresse d'avoir les l'éclairage. retours d'Emmanuel et de Caroline sur cet aspect-là, sur comment sont articulés aujourd'hui les départements RSE, qu'est-ce qu'ils cherchent comme compétences, et est-ce que ce sont des gens qui se forment donc, sur le terrain, comme ça a été évoqué, mais est-ce qu'ils partent plutôt du terrain d'un point de vue technique et qui prennent de l'ampleur dans les départements RSE, ou est-ce qu'ils sont plutôt une formation RSE et derrière, ils essaient de rattraper le côté technique? Voilà des questions que je vous transmets. Voilà pour la partie économie circulaire. Je pourrais revenir dessus en détail. Je ne sais pas si Caroline ou Emmanuel, vous voulez rebondir. Oui, je peux essayer de répondre en partie. Alors, aujourd'hui, j'ai oublié de le dire en introduction, mais c'est essentiel, c'est que de toute façon, on ne peut plus s'improviser expert de la sustainability si on n'a pas fait une formation. À mon sens, c'est vraiment obligatoire. Et même quand ce sont des mobilités internes, c'est-à-dire des gens en entreprise qui vont prendre un poste lié à la sustainability, de toute façon, ils ont aussi besoin de se former. Après, c'est bien de s'appuyer effectivement sur ce qu'on a fait initialement, donc comme pour Emmanuel, qui était ingénieur. D'autres, ce sera sur le côté business school. D'autres, ce sera spécifiquement un secteur d'activité ou bien le marketing. Alors aujourd'hui, les directions RSE, moi ce que je vois, c'est que vraiment les choses remontent dans la gouvernance des entreprises. C'est-à-dire que souvent, jusqu'à il y a peu de temps, le responsable ou le directeur RSE, c'est quelqu'un qui dépendait, par exemple, de la direction de la communication, de la direction des ressources humaines. Alors, historiquement, ça a souvent dépendu de la direction de la communication parce que c'est la réglementation. Voilà, loi NRE 2004, il faut faire un rapport développement durable. Donc, on a donné ça au directeur communication. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout parce que on veut faire du greenwashing. Donc, je voudrais quand même remettre ça dans le contexte. Là, aujourd'hui, de plus en plus, les directions RSE, elles sont intégrées dans ce qu'on appelle les COMEX, donc les comités de direction, en fait. Aussi beaucoup parce que de plus en plus dans les conseils d'administration des entreprises, il y a un administrateur plus spécifiquement qui est en charge des questions autour de ce qu'on appelle souvent à ce niveau-là ESG, donc environnement, social, gouvernance. Après, selon la taille de l'entreprise, les directions RSE, elles ont aussi des spécialistes. Ça peut être des responsables climat, par exemple, ça peut être des responsables dialogue parties prenantes. L'économie circulaire, ce qui est intéressant, ce que je vois, c'est que ça peut être des choses, enfin, c'est de toute façon, par définition, des postes très transverses. Soit ils sont dans les directions RSE ou alors ils vont être dans les directions plus techniques ou les directions marketing selon le business model de l'entreprise, parce que vraiment là on touche au cœur. On touche vraiment au cœur du système. Donc, c'est des postes qu'on va retrouver dans plein d'endroits différents. En plus, comme ils sont nouveaux, il n'y a pas encore de trucs très structurés pour dire un responsable économie circulaire, sa fiche de poste, ça, c'est ça, ça et ça. Son salaire, c'est ça, ça et ça. C'est vraiment en train de se professionnaliser. Et pour compléter, pardon,
je pense qu'une des choses vraiment importantes en économie circulaire, et rien que dans cette formation, vous êtes en train de le montrer, c'est vraiment cette capacité à travailler en collaboration avec plusieurs structures. C'est de toute façon la clé. Pardon Thomas, je me tais. Non, non, mais je suis d'accord et je voulais rebondir justement là-dessus, que c'est un des points importants. Forcément, avec mon biais ingénieur, j'ai mis en avant forcément le côté ingénieur de la formation, mais assez vite, on se rend compte que parmi les plus gros freins à la mise en place de l'économie circulaire, ce sont bien la collaboration entre les acteurs qui n'ont pas les intérêts complètement alignés. Et donc, c'est là-dessus que je voulais rebondir, dans le sens où nous, on va assurer, on va dire, une connaissance minimale technique pour être à l'aise. Mais après, tout le métier consiste à déployer ça à grande échelle avec des parties prenantes très diverses. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette collaboration, d'avoir ces deux visions, de connaître les freins techniques, pas forcément dans le détail, et les freins généraux. Et donc, pour rebondir aussi sur le début de la réponse, qui étaient les gens qui sont dans différentes directions techniques ou pas, suivant les postes, bah oui, en fait, la formation, la spécialisation en économie circulaire, je pense, va dépendre aussi du parcours de la personne. Peut-être qu'Emmanuel pourra confirmer. L'idée des formations à double compétence n'est pas de transformer un manager en un ingénieur, ça n'a pas de sens, mais vraiment de juste lui donner les connaissances techniques pour qu'il soit à l'aise et en confiance dans ses missions et prendre les bonnes décisions, ne pas se faire, j'allais dire, de se faire avoir par des fausses solutions, parce qu'il connaît un peu les choses. Et puis, bien sûr, après, apporter ses compétences propres en marketing, en logistique, en RSE au sens large. Ouais, je te rejoins dans ce que tu viens de dire. Peut-être pour compléter un peu, c'est vrai enfin, d'une part, je pense que alors, il y a des gens qui ont envie de changer complètement de vie. Ça arrive et à la limite, ils ont le droit de le faire et de tenter ça. Après, je pense que moi, peut-être qu'initialement, je m'étais dit: «Ouais, c'est peut-être ça l'enjeu, il y a peut-être un coup à jouer» et finalement, assez réalistement, je suis revenu sur, mon socle métier, mon ADN propre et je pense que c'est c'est ce qui a fait ma force dans le passé et c'est ce qui fait aussi ma force et ma crédibilité aujourd'hui. Donc, je suis assez, satisfait et confiant en tout cas dans cette logique-là. Pour alimenter un peu, les échanges qu'on vient d'avoir aussi autour du sujet de la collaboration, je partage totalement. Je pense que c'est important, même quand on développe vraiment une expertise sur la CV, l'analyse de cycle de vie, en fait, d'avoir les idées assez claires sur l'écosystème qu'il y a autour. Voilà, on parle économie circulaire, mais si on peut étendre à l'écosystème au global, moi je vois les entreprises qui ont l'air de se poser des questions, qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, et les gens avec qui je commence à travailler aujourd'hui, en fait, c'est quand même des boîtes qui ont un peu du mal à savoir comment il faut qu'elles organisent un peu les choses. Et en fait, finalement, elles le prennent elles le prennent comme elles le prennent. Donc il y a des gens qui, on va dire, déroulent par le haut. Ça commence par le top management, la RSE, et puis après stratégie climat. Et à un moment donné, pour ce qui est de mon activité, on va peut-être se dire, une fois qu'on a fait son bilan carbone et qu'on a identifié que dans le scope 3, il y a beaucoup de choses à faire, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tiens, si on s'intéressait à l'éco-conception des produits, tac, et c'est là que j'interviens. Mais il y a aussi d'autres gens, en fait, qui vont peut-être attaquer par le bas ou attaquer en frontal, ou bref, se dire, en fait, moi, j'ai des convictions, je suis une entreprise, le cœur de mon business, c'est de produire, développer des produits ou des services, et je veux travailler directement ça. Et donc, du coup, elles vont peut-être en s'intéressant à ce sujet, me solliciter. Et je pense que c'est hyper important que moi, je sois aussi capable de les renvoyer vers d'autres enjeux, en fait. Des enjeux plus stratégiques globales, de mise en place d'un cadre RSE qui tient la route, des enjeux aussi de communication responsable. En fait, Caroline l'évoquait, le greenwashing, quand même, c'est un peu la plaie aujourd'hui. Donc, il y a plein d'entreprises qui, en fait, le font pas délibérément, en fait. C'est juste qu'elles savent pas comment communiquer et c'est hyper important pour une entreprise de valoriser sa démarche, en fait. Donc, il faut qu'elle puisse le faire, mais juste pas n'importe comment. Donc moi, quand j'interviens sur une approche, on va dire, assez technique, bah, forcément, je suis, sensibilisé, hyper sensibilisé au sujet de communication. En fait, il y a des boîtes qui viennent me voir, même parce qu'il y a un enjeu de communication à la suite de mon travail et c'est important que je puisse les renvoyer vers des gens qui sont spécialisés, sur le sujet, en fait, parce que c'est quand même assez touchy, quoi. Voilà.
Super, merci. Et j'avais une question, parce qu'on parle là, du coup, beaucoup ingénierie, management. Et peut-être qu'il est bon de repréciser qu'en fait, on peut venir de n'importe quel parcours, qu'on soit un jeune diplômé ou qu'on ait des envies de reconversion. On peut avoir fait en amont, heu, j'ai envie de dire un peu n'importe quoi. L'essentiel, c'est d'avoir envie de se reformer et effectivement de, par la suite, avoir un job à impact. C'est ce qui t'a amené peut-être toi, Emmanuel, et tes camarades de promo de l'époque, à rejoindre ces programmes coportés. Et effectivement, on peut avoir des parcours extrêmement divers avant de rejoindre des formations de ce type-là. Ouais, alors du coup, peut-être pour donner quelques exemples, dans ma promo, il y a des gens de la fonction RH, par exemple, donc c'est quand même assez, même éloigné, du stéréotype un peu de je sors d'une école de commerce. En fait, on n'est quand même pas exactement dans ce cadre-là. Je crois que la promo avant moi, il y avait un directeur de théâtre. Bref, en fait, du coup, il y a quand même des gens d'horizons assez variés qui peuvent intégrer, je pense, ces 2 formations. Et pour ce que j'en ai vécu, en fait, les programmes sont aussi adaptés pour pouvoir accueillir des gens qui ne sont pas des ingénieurs purs et des managers purs, hein, en fait. Ouais, Mais même les cours qui sont très techniques, ils peuvent tous digérer ces cours-là. Et les cours côté management aussi, pas tous peut-être, Emmanuel, tu te doutes, mais on a quand même pas des cours qui sont très techniques et très, très difficiles dans les cours énergie. Et côté management aussi, on essaie quand même, on a déjà des business basics pour ceux qui veulent nous rejoindre en été, ils peuvent suivre les cours management justement pour la mise à niveau et pour pouvoir ensuite non seulement apprendre un cours sur business model ou marketing, mais comment ce marketing ou business model marche dans le contexte de la transition énergétique, comme tu l'avais évoqué, Emmanuel. Pour communiquer sur ces sujets-là, il faut avoir des compétences qui sont quand même assez spécifiques. Et on n'en a pas parlé juste avant, mais je voulais quand même vous interroger. En général, les écoles ouvrent pas des programmes juste comme ça, pour se faire plaisir. Est-ce que vous avez des entreprises qui sont venues, vous contacter, vous dire, «Bonjour, on a besoin de profils qui seraient formés sur telle et telle thématique»? Alors, moi, si je peux répondre, Emma? Oui, alors nous, on a des entreprises qui sont venues nous voir en fait, alors au début, certaines nous ont soutenus dès le début, sans forcément intervenir. Puis après, on a des entreprises qui nous ont proposé même d'intervenir dans la formation pour proposer en fait leurs problématiques. Et donc, on a je dirais, de la PME spécialisée dans ce qu'on pourrait appeler l'économie circulaire. Donc, par exemple, des PME du reconditionnement, du réemploi. Donc, ils sont vraiment complètement intégrés dans la thématique. Et d'autres entreprises plus larges, des plus grands groupes, alors la SNCF, Manitou ou d'autres entreprises industrielles comme Hydro, qui, elles, ne sont pas vraiment des acteurs de l'économie circulaire au sens strict, on va dire au sens restreint, mais qui veulent mettre en place des démarches, qui veulent embaucher des gens sur ces thématiques-là. Et donc, qui commencent par des projets, puis vont peut-être mettre en place un pôle RSE, d'abord, on va dire, de quelques personnes, et puis développer, on va dire, adapter leur entreprise à ces nouvelles réalités, à ces nouveaux cadres de l'économie circulaire. Donc voilà, on a les 2 profils d'entreprise, soit des spécialistes, soit même des généralistes, mais qui veulent s'y mettre. La même chose sur le MS Acteur pour la transition, énergétique, Emma? C'est la même chose, mais dans notre contexte à nous. On pourrait également avoir des entreprises typiques ou atypiques pour le secteur qu'on pense que pourquoi ils s'interrogent sur ces questions-là, qui nous demandent de venir intervenir auprès dans notre programme dans l'année, justement pour parler comment eux ils voient les sujets, quel nouveau département ils ont développé ou quel nouveau projet autour de la transition énergétique et qui, de la même journée, nous partagent leur offre de stage. Très souvent, derrière, ils ont l'intérêt, bien sûr, de recruter nos étudiants, mais qui, en fait, ils cherchent les doubles compétences parce qu'ils savent que c'est difficile de trouver les talents qui sont à la fois équipés par aspect management et aussi équipés aspect technique. Donc, on va avoir une variété type, je dirais même d'organisation, donc des entreprises classiques, mais aussi ça pourrait être des associations, on pourrait parler même de Nantes Métropole, donc on peut parler de tout type d'acteurs qui sont intéressés dans notre formation pour à la fois, encore une fois, parler de ce qu'eux ils font
que peut-être on ne pensait pas, les banques vont venir nous parler de leurs nouveaux projets de financement, comment ils calculent les risques ESG liés au financement des différents projets en transition énergétique pour les énergies renouvelables, où on peut avoir même, on a aussi très souvent les entreprises qui insistent plusieurs fois de soit venir chez nous, soit ils proposent de passer une demi-journée chez eux. C'est là aussi qu'ils puissent nous présenter ce qu'ils font. Donc, ils accueillent nos étudiants. Généralement, ça se passe la matinée. Et c'est intéressant pour nos étudiants parce qu'en fait, quand ils rentrent dans le programme, ils ne sont pas tous rassurés. Est-ce qu'ils vont trouver le travail, leur dream job? Est-ce qu'il y aura des opportunités de stage? Et très rapidement, ça s'est passé cette fois en novembre, juste un mois, je dirais, après le début de la formation, qu'ils ont dit, mais on a plein d'offres de stage, on a compris que c'est eux qui viennent vers nous, finalement, les entreprises. Et il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste comprendre, mais qu'est-ce que nous, on veut faire, dans quel département nous, on peut travailler, on souhaite travailler, et qu'est-ce qu'on peut apporter. Et sur l'autre point que Emmanuel avait évoqué, cette année encore, Emmanuel, on a parmi nos étudiants, on avait aussi compétences RH, des gens qui n'étaient pas forcément parce qu'ils étaient soit managers, en SAS pur ou ingénieurs, mais qui voulaient donner une autre sens à leur vie professionnelle et qui cherchaient cette double compétence. Donc, on peut entrer dans le programme par tout type de billets de formation, pas forcément que ingénieur et management. Et on le voit cette année aussi parmi nos candidats avec qui on fait des entretiens, que tout le monde qui a un peu des convictions qu'on nous partage tous ce soir, et ils viennent nous rencontrer pour venir prendre la formation soit MSAPT, et j'imagine que c'est pareil pour vous, Thomas, avec Sandrine, pour le REC. Merci. Oui, on retrouve aussi des gens très différentes motivations. Alors, pardon, j'avais une question assez pratique pour Caroline sur justement comment est géré jusqu'à présent les aspects techniques dans le reporting multicapitaux, etc. Comment les gens qui sont peut-être issus du marketing ou issus du management au sens très large intègrent cette complexité actuellement et ils se forment sur le tas, ils font appel à des consultants extérieurs. Comment ça se passe? C'est la galère. Non, mais il se passe vraiment un truc de dingue depuis 2 ans. Enfin, je dis ça parce que moi, il y a encore 3-4 ans, quand j'appelais un candidat, il était hyper content, etc. Là, quand je l'appelle, il y a 10 cabinets qui l'ont appelé également, hein. Donc, non, c'est vraiment très complexe parce qu'aujourd'hui, le vrai challenge, c'est que autant globalement, on a compris, enfin les entreprises globalement ont compris quand même qu'il fallait faire quelque chose sur les externalités négatives des entreprises et essayer davantage d'avoir des externalités positives. Le vrai sujet, c'est la donnée. C'est-à-dire comment on la collecte et comment on fait en sorte qu'elle soit fiable, hein, cette donnée. Et c'est là où on a vraiment besoin à la fois des ingénieurs, mais aussi des financiers, puisque leur métier, c'est… Voilà, les ingénieurs, leur métier, c'est comprendre comment la fabriquer, comment la collecter. Et les financiers, leur métier, c'est de comprendre comment faire en sorte qu'elle soit fiable. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez comparer Nestlé, Danone, Bell, au niveau financier, vous pouvez très facilement les comparer. Sur ce qu'on va appeler l'ESG, donc la sustainability, sur les données qu'elles donnent en ESG, elles vont toutes les 3 vous dire qu'elles font des trucs extraordinaires, et c'est vrai, mais c'est impossible de comparer leurs performances sur les sujets. Et c'est vrai qu'on a on a eu tendance trop souvent à mettre des frontières entre voilà, toi tu es ingénieur, toi tu es historien, et aujourd'hui, il faut vraiment réussir à mélanger les compétences. C'est la seule solution pour avancer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors
moi, les deux questions, les deux questions qu'on nous pose, c'est quelle formation est disponible sur le marché, quelle formation il faut faire, que ce soit les entreprises qui veulent former en interne ou alors des gens qui veulent se repositionner. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous connaissez quelqu'un qui saurait nous aider à organiser notre reporting? Et notamment, je ne vais pas rentrer dans les détails réglementaires, mais la CSRD, donc qui est une directive européenne qui est très exigeante en termes de reporting. Enfin, c'est super. Je pense que de toute façon, on a besoin vraiment d'exigences, mais ça reste un truc très, très complexe pour les entreprises à faire. Ouais. Ok, d'où le besoin de formation, même sur ces points un peu à la limite du reporting. Mais moi, j'imagine que pour faire du reporting aussi poussé, il faut un peu un pied dans tous les services, quoi. Ouais, c'est ça. Et on parlait des directions RSE. Alors, on commence à le voir. On commence à le voir et ça dépend comment les entreprises sont organisées, mais de plus en plus, dans les directions financières, vous avez une personne qui est spécifiquement là pour s'occuper des questions ESG et une personne avec un background très technique qui est là pour dire bah, comment est-ce qu'on va mesurer l'eau, le carbone, etc. Et donc, ça fait des équipes transverses avec des profils extrêmement différents et c'est ça la clé de la réussite, je pense. Oui, il faut arriver à se parler. Et Ouais. ça n'a pas toujours été facile de se parler entre ingénieur et manager, mais ça progresse. Et je voulais rebondir, là-dessus sur le fait que, voilà, on a besoin de multi-compétences, Emmanuel, là, dans le cadre du programme, avec tous ces profils, ces backgrounds différents qui sont brassés, est-ce que tu dirais qu'on apprend de ce qu'on nous enseigne et aussi de la promo, avec laquelle on nage, potentiellement dans une formation? Ouais, ça je pense que c'est aussi un super intérêt de de rentrer dans une formation qui est hybride, c'est que, bah, en fait, forcément, on atterrit dans une marmite, d'étudiantes qui l'est tout autant. Il leur sort des choses assez sympas. Je vais rajouter du coup, peut-être un troisième élément, ou un troisième axe à l'hybridation. En fait, c'est le design, le monde des designers. On vient juste de parler de reporting. C'est clair, il y a des gros enjeux aussi, enfin sur le reporting. Il y a, à mon sens, aussi un enjeu que les entreprises veulent vraiment adresser, autour de l'innovation, en fait. Parce que la transition, en fait, il y a tout à faire, en fait, concrètement. Il faut qu'on invente le chemin qui nous sépare entre le monde d'aujourd'hui et puis le monde soutenable de demain. Donc comment on fait ça? Eh ben, en fait, on met des ingénieurs, des managers, tout ça dans une marmite. Hop, c'est peut-être un designer qui secoue le tout, je sais pas comment il faut le dire. Et puis, du coup, on travaille ensemble, sur des approches type design thinking pour hybrider les compétences et du coup, il en ressort des projets que les entreprises, bah, viennent chercher aussi, hein, des nouvelles idées, que les entreprises viennent chercher. Donc, alors, dans le cadre de la formation que j'ai été amené à faire, le MS Apt, des hackathons, parce que c'est un peu le format, type workshop là qui, par excellence, qui permet de rentrer et de traiter un sujet sous ce formalisme-là. On a été amené à en réaliser, je ne sais plus combien, 4, 5, 6. Donc des sujets proposés par des entreprises où c'est, bah, un groupe, on va dire multidisciplinaire, voire multiculturel qui travaille et qui en ressort, des nouvelles idées. On n'a, pas eu de questions dans la barre de chat, mais n'hésitez pas, hein, si jamais vous aviez des questions qui vous viennent au fur et à mesure à nous les poser, soit en ouvrant votre micro, soit dans le chat, bien sûr. Est-ce qu'il y a, un sujet, ou quelque chose que vous souhaitiez ajouter qu'on n'a peut-être pas, balayé jusque-là? Thomas ou Emma, un petit mot en complément sur, Moi, j'avais une question pour Emmanuel. Justement, dans ce que tu vois au quotidien là, donc de tes clients, justement, les entreprises, elles viennent te voir pour mettre en place une démarche ou vraiment en termes de, on va dire, comme un bureau d'études, quoi. Est-ce qu'on a une problématique technique qui est déjà bien circonscrite? Alors, moi je
très humblement, je démarre mon activité, Thomas. Donc, ça va être difficile de pouvoir tirer, je pense, des généralités des 6 mois d'expérience. Ah, on va dire 1 an d'expérience professionnelle, 6 mois de stage et 6 mois à mon compte depuis début octobre. Pour autant, en fait, je vois qu'il y a plusieurs cas de figure qui se présentent. Il y a des entreprises, comme je le disais un peu plus tôt, là, qui m'ont identifié clairement comme bureau d'études. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont déjà un peu cerné le sujet, en fait, et qui, du coup, viennent chercher chez moi une compétence technique. Et c'est d'abord par cette porte-là, c'est d'abord cette porte-là qu'elles ouvrent, très clairement. Ensuite, donc des clients, du coup, des entreprises en direct. Ensuite, quand on est indépendant ou quand on est petit et qu'on travaille sur les sujets de transition, tout seul, on ne sait pas tout faire. Donc, il y a aussi tout un tas d'autres acteurs, d'autres actrices, en fait, qui adressent déjà une partie de sujet de la RSE, qui ont besoin d'avoir dans leur réseau, dans leur écosystème, comme on disait, des compétences variées. Donc, des ingénieurs qui savent faire des analyses de cycle de vie et mettre en place des démarches d'éco-conception en allant identifier des pistes d'amélioration, les quantifiant, etc., etc. Ça, en fait, il y en a aussi pas mal. Donc, ça veut dire quand même beaucoup de partenariats. Et puis, le dernier point peut-être, c'est qu'il y a un gros sujet formation, en fait. Donc moi, je suis aussi pas mal sollicité par des écoles, en fait, et puis des entreprises, des associations, pour former les gens, donc sur des approches, on va dire, premier niveau, sensibilisation sur des petits modules d'une journée, par exemple, pour commencer à poser un peu le cadre de l'éco-conception et puis des enjeux et de la pensée en cycle de vie. Voilà, c'est un peu ça, c'est les différentes personnes qui me sollicitent aujourd'hui. On verra demain. Alors, je prends les questions au fur et à mesure qui arrivent, dans le chat. Une question de Johanna qui nous dit: «Super clair, cela donne vraiment envie. Quelles sont les qualités nécessaires? Est-ce qu'il faut aimer Excel, savoir enquêter, avoir un profil plutôt rédactionnel?» Je sais pas qui veut répondre, Caroline, Thomas? Alors là, j'ai l'impression que c'est plus une question pour Emmanuel, pour son métier. Enfin, sinon, moi, je peux répondre. En fait, et Emmanuel, tu l'as dit, hein, on ne peut pas être expert de tous les sujets en RSE, c'est absolument impossible. Voilà. Donc, c'est important d'avoir un socle commun, d'avoir une excellente culture générale de la RSE. Et nous, quand on va identifier des candidats, quand on les interroge, c'est la première chose qu'on regarde. C'est s'il y a une culture générale de la RSE. L'autre chose après, c'est est-ce qu'il y a une majeure, comme Emmanuel pour la CV, il y en aura d'autres, ce sera l'économie circulaire, il y en aura d'autres, ce sera le reporting extra-financier. Et globalement, ce qu'on constate en termes de soft skills, ce qu'il faut, c'est être capable de collaborer, de coopérer, parce qu'on ne peut jamais, voilà, Emmanuel l'a expliqué, on n'a pas quelqu'un qui va s'occuper de toute la RSE pour l'entreprise, hein, puisque de toute façon, on ne peut pas être expert de tout, donc faut être capable non seulement de collaborer, mais c'est un plus aussi quand on a un réseau. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous développez aussi dans la formation, et c'est hyper précieux, c'est que les gens avec qui vous vous formez, c'est des gens que vous pourrez solliciter parce que vous aurez une grammaire commune, entre guillemets, mais il y en a un qui sera plus spécialiste des RH ou même de la culture avec ce directeur de théâtre, parce que c'est aussi un secteur d'activité qui est en train de s'emparer du sujet. Après, dans les choses qu'on regarde, c'est la capacité à conduire le changement parce que voilà, on peut savoir résoudre tous les problèmes techniques qu'on veut. Si on ne sait pas conduire le changement avec le facteur humain, ça ne fonctionnera pas. Et la gestion de projets transverses aussi est hyper importante. Ouais, juste, je sais pas, juste pour préciser par rapport à la question, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être précisé. Excel, je suis pas sûr que ce soit l'outil central, hein. Je pense qu'il ne faut pas être un fan d'Excel pour faire tout ce qu'on vient d'évoquer. Néanmoins, savoir enquêter, savoir parler à tout le monde, ça c'est clair. Et puis, qualité rédactionnelle un petit peu forcément, puisqu'on va sur des postes où il faut pouvoir communiquer, tout simplement, pouvoir échanger, que ce soit pour poser des questions ou pour donner ses résultats. Mais voilà.
Moi, je suis super fan d'Excel. On peut aimer, hein. Si on aime, plein de choses à faire. Mais après, enfin ouais, je pense que pour apporter ma pierre à l'édifice de réponse là, en fait, je pense que tout dépend du projet en fait et de ce qu'on souhaite faire. Enfin, il y a plusieurs façons de le dire. Moi, j'avais entendu aussi parler de construire un peu ses compétences sous une forme en T, donc des compétences transversales et puis une major, enfin comme disait Caroline, ou vraiment un sujet sur lequel on va être amené à creuser. Donc, quand le sujet sur lequel on creuse, c'est des sujets de modélisation, de calcul, bah, avoir des compétences et être fan d'Excel, c'est pas plus mal, en fait, on va dire. On part avec un atout dans la vie. Si on a envie de faire ça, mais qu'en fait, les cellules Excel, on est un peu rebuté, bah, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Et puis, à contrario, ben, si ce qu'on aime faire, c'est communiquer, aider les entreprises à communiquer de façon la plus responsable possible. Bah, il vaut mieux quand même avoir quelques qualités de copywriting. Bon, voilà. Et j'enchaîne. J'ai une autre question de Caroline qui en pose deux en une. Alors ça s'adresse à Emmanuel. Comment avez-vous géré cette parenthèse dans votre vie professionnelle et comment avez-vous financé le coût du programme? Alors, parenthèse, comment je l'ai géré? Je l'ai géré déjà, d'une part. Donc moi, j'avais 40 ans quand j'ai commencé cette formation et j'étais papa de 2 enfants qui avaient à l'époque 3 et 6 ans ou 2 et 4 ans, enfin bref, enfin, voilà, qui étaient petits, qui sont toujours petits d'ailleurs maintenant. Ça se fait, heureusement, ça se fait pas tout seul. Donc moi, j'ai ma compagne aussi. C'est sûr que c'est quand même un effort. Reprendre ses études en cours de carrière, forcément, c'est un investissement. Et puis, quand on souhaite le faire et quand on est dans un cadre de reconversion, forcément, il y a un peu un enjeu. On s'attaque à un morceau qui est assez conséquent. L'idée, c'est pas de le faire en dilettante. Je pense que voilà, on veut le faire à fond, donc il faut pouvoir s'en donner les moyens. Après, il y a donc, mais c'est faisable et on s'en est à peu près tous sortis. Enfin, on s'en est tous sortis même, j'ai envie de le dire. Après, comment je l'ai financé? Et ben moi, j'ai eu la chance qu'une grosse partie de ma formation a été financée dans le cadre d'un plan d'épargne volontaire. Voilà, ça a financé la moitié du coût de cette formation. Après, je sais que vous devez travailler des alternatives ou des options supplémentaires au financement, éligibilité au CPF. Je ne sais pas si c'est le cas, ça le sera peut-être un jour. C'est vrai que ça serait assez chouette. Après, bon, bah, forcément, ça a un certain nombre de contraintes administratives liées à ça. Mais je ne sais pas, Cindy, si tu peux peut-être développer un peu Oui, il y a cet aspect-là. beaucoup de contraintes sur cette partie-là, effectivement. Il faut, Mm. pour pouvoir être éligible au CPF en amont, pouvoir voilà, être reconnu titre RNCP. Pour pouvoir être titre RNCP, il faut avoir 3 promotions à minima diplômées. Donc ça y est, sur le MS Apt, on y est. Donc on débute nos démarches pour pouvoir avoir la reconnaissance nécessaire à l'ouverture plus tard d'un potentiel financement CPF. Mais ce sont des démarches effectivement qui sont plutôt longues et qui ont beaucoup de contraintes, ouais, je confirme. J'ai une question de Jade. Comptez-vous parmi vos étudiants des profils en sortie d'études ou et il me manque une partie de la question. Alors je suppose, Jade, vous compléterez, si jamais, je me trompe. Je pense que la question c'est est-ce qu'il y a plutôt des profils jeunes diplômés ou une majorité de profils reconversion? Emmanuel, dans ta Je promo, si tu peux, veux nous oui ou Emma, très bien. c'est comme tu veux, Emmanuel. Est-ce que tu veux reprendre la question ou tu veux... Oui. Donc, effectivement, on a des étudiants qui nous rejoignent dans leur année de fin d'études. Et également, bien sûr, on a des personnes en reconversion avec des années d'expérience assez variées. Cette année, notre âge moyen en promo était 34 ans. L'année dernière, c'était 37 ans. C'est juste parce qu'on a quelques gens qui nous cassent cet âge moyen. Sinon, je pense qu'on est aux alentours de 40. Mais cette année également, pour la 5e promotion, on aura au moins 6 étudiants en fin de leurs études. Et c'est aussi, je trouve que c'est la richesse du programme parce qu'on voit comment on cohabite ensemble quelqu'un qui a 22 ans et quelqu'un qui a 55 ans et qui ont tous les deux les mêmes convictions, les mêmes valeurs, justement pour rendre notre monde un peu mieux pour les années qui leur restent à travailler, si c'est 10 ans.
c'est pareil. Si c'est encore 40 ans, c'est pareil. Peut-être peut-être on le regarde vers notre monde un peu différent, mais on a cette population. Et depuis la naissance, l'historique de MSAP, c'est la 4e promo qu'on a eu cette année, c'était toujours le cas. Et ça se passe super bien entre les gens et je dirais plus expérimentés dans le travail et expérience professionnelle. Donc, la cohabitation n'a posé aucun souci et ça a été plutôt considéré comme une richesse où l'un apprend de l'autre. Certains sont très outillés, tout ce qui est des nouvelles formes de présentation, ils savent faire des choses parce qu'ils sont très, très jeunes et les autres, ils sont plus expérimentés dans le calcul Excel qu'ils ont fait toute leur vie dans leur entreprise et ça se complémente et ça se passe très bien. Je rebondis sur cette idée de cohabitation. Il y a une question de Gilles qui demande comment se passe la cohabitation et la collaboration entre les ingénieurs et les managers. Est-ce que ça se bagarre ou est-ce que tout se passe bien? Justement, on a un cours. Vas-y, Emmanuel, je vais rebondir après. Non, mais du coup, je n'avais pas grand-chose à dire de plus que ce qu'on a déjà globalement dit. Hein. Moi, ma promotion, elle apporte un petit nom. On s'appelle la Team Mayo. Et on s'appelle Mayo parce que la mayonnaise a pris, mais elle a pris genre au bout de la première semaine, en fait. Dès le départ, en fait, on a su que ça allait bien marcher. Je pense que cette année, c'est la même chose. En fait, il y a un... Enfin, ça tombe sous le sens et tout de suite, on voit l'évidence que ça représente de travailler de façon collaborative en mixant ingénieur, manager, designer, des jeunes, des un peu moins jeunes. Bref, enfin voilà, tout ça, c'est important et c'est ce qui fait la richesse de ces formations et c'est ce qui fait que je pense on a une approche et une vision qui est hyper pertinente vis-à-vis des sujets de transition. Et ça permet de rebondir sur la question de Vincent juste après, qui s'adresse à Thomas, à l'instar du MS Acteur pour la transition énergétique, des collaborations avec l'école de design et ou l'école d'architecture sont-elles envisagées sur le MS ressources et économie circulaire? Alors oui et non, en fait. Niveau collaboration, niveau administratif, c'est un peu compliqué. Enfin, disons, ça complique les choses parce que ça rajoute des interlocuteurs. Donc, on a fait le choix pour cette première année de ne pas afficher de collaboration administrative formelle avec l'école de design notamment. Néanmoins, on a un cours d'éco-conception parce que comme l'a souligné Emmanuel, c'est important d'avoir cette vision design thinking. Et donc, on a un intervenant de l'école de design qui vient donner des cours, donc faire sur un module. Voilà, donc c'est une sorte de collaboration informelle parce que c'est juste un intervenant qui du coup est compté comme extérieur, mais qui vient bien de l'école de design de Nantes. Après, pour l'école d'architecture, il y a moins de collaboration pour l'instant. Néanmoins, on travaille avec des gens qui font un peu pour la partie urbanisme et la partie éco-conception circulaire dans le domaine du bâtiment. Donc voilà, pour le design, c'est déjà le cas, de façon un peu informelle et un peu moins pour l'école d'architecture, mais c'est envisageable. J'espère que ça répond à la question. Très clair, merci beaucoup. On a le temps peut-être pour une dernière question. J'ai plus de questions dans le chat, mais je ne sais pas si il vous en reste du côté participant. Est-ce que vous souhaitez ouvrir votre micro ou nous laisser une dernière question dans le chat? Je vous laisse quelques instants. Si jamais il y a une notion sur laquelle vous voulez revenir ou un petit mot que vous souhaitez ajouter pour clôturer cette soirée, n'hésitez pas. Bon, pas de questions particulières qui arrivent. On a dû être extrêmement clair et très complet. J'en pose une dernière peut-être à Caroline. Alors du coup, est-ce qu'on se dit que cette double compétence ingénieur-manager et au sens plus large, ce côté multi-compétence que peut apporter une formation de ce genre-là, on est plutôt sur un réel plus ou un impératif aujourd'hui? C'est les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois c'est un impératif, mais après c'est assez unique dans le paysage, donc ça reste vraiment un réel plus, avec en plus la réputation d'Audencia sur ces sujets, qui fait que c'est aussi quelque chose qui est aussi très très valorisable dans un CV. Ouais.
Et ça va nous permettre de boucler la boucle avec une dernière question de Johanna, qui nous dit: «Quels différents métiers sont possibles après l'un ou l'autre, des 2 masters?» Et effectivement, en Alors, sortie, alors Emma, Thomas, Emmanuel, peut-être un mix de moi, je de vos je réponses? peux commencer on va dire, en bottant en touche, mais en fait, ça dépend beaucoup de votre parcours, précédent. Et donc comme l'a précisé un peu, Emmanuel, avec un fort cursus ingénieur, bah, forcément, on pourra aller sur des métiers, très techniques, axés sur la technique. Avec un cursus, différent, bah, on va profiter d'autres compétences, alors que ce soit, le design, l'architecture, le management. Et donc on peut imaginer, du moins pour l'aspect économie circulaire, vraiment, s'appuyer sur son cœur de formation, puis, compléter, par ce master et intégrer les départements RSE ou, les équipes dédiées sur des projets, d'économie circulaire. Alors on peut citer soit des métiers vraiment des missions économie circulaire sur un domaine, mais on peut imaginer aussi, intégrer des départements achats et s'occuper de la partie achat, on va dire plus vertueux, améliorer le fonctionnement du département d'achat, du département financier, du reporting. Voilà, donc c'est vraiment très, très large, à partir de cette compétence initiale. Peut-être je pourrais compléter également où partent nos étudiants. Donc, ils partent dans des entreprises assez différentes. Il y en a pas mal qui partent dans les secteurs d'énergie, bien sûr, comme GRDF, Engie, Schneider Electric, ou dans les entreprises comme d'autres acteurs des filières énergétiques. Mais il y en a aussi qui partent dans le conseil. Soit c'est dans la boîte de conseil qui sont vraiment spécialisés dans la transition énergétique ou dans la boîte de conseil un peu plus classique. Qui ouvre maintenant des offres plus spécifiques sur la transition énergétique comme Deloitte ou Altran, par exemple. On a aussi des acteurs de l'aménagement territoire comme Guérin. On a nos étudiants qui partent dans les pôles de compétitivité comme MC2. En fait, on essaie d'ouvrir toutes les portes possibles. Thomas, il en a parlé des différents métiers. Si on prend aussi des types d'acteurs vers qui on peut aller, on a des différents métiers, mais aussi des différents types d'acteurs. On essaie d'ouvrir toutes les portes possibles. Peut-être Emmanuel, tu le vois aussi, comment tu pourras on peut monter une boîte de conseil nous-mêmes ou on pourrait aller vers les autres directions. Et effectivement, du coup, il y a des gens qui créent leur propre structure pour faire du conseil ou d'autres choses. C'est effectivement une situation qu'on rencontre. Moi, dans ma promo, on est 2 ou 3 dans ce cas-là. Et tous les autres parcours qui viennent d'être décrits, on les retrouve. Des gens qui font de la RSE à tous les niveaux, soit en interne, soit dans un cabinet de conseil. Et des gens aussi, peut-être qu'on l'a pas trop dit, mais donc côté MS-Apt, il y a un certain nombre aussi qui font du développement d'énergie renouvelable, qui sont développeurs d'énergie renouvelable. Donc c'est un domaine qui est technique, mais en fait qui nécessite avant tout des compétences plutôt managériales, en fait. Super clair. Je vais Parfait. vous remercier, toutes et tous, intervenants, participants, pour votre présence, ce soir. Si jamais il vous restait des questions, bien sûr, parce qu'on a écoulé le temps qui était imparti, mais il vous reste peut-être des questions, vous n'hésitez pas, vous allez retrouver Emma, Emmanuel, Caroline, Thomas, sur LinkedIn sans souci, j'en suis certaine. Si vous restait des questions, si jamais vous aviez des questions, sur la partie formation, idem, Emma ou Thomas, je vois ma collaboratrice Valentine Jubé qui est avec nous discrètement ce soir. Si jamais vous avez des questions, elle a également un LinkedIn. N'hésitez pas à la contacter. On sera bien sûr à l'écoute de toutes vos éventuelles questions. Un immense merci pour votre participation. Je vous souhaite à toutes et tous une très très bonne soirée. Merci à tous. Merci à toutes et Merci. tous. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée, merci.